Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la propagande. Je suis Caroline Rabourdin, spécialiste en guerre de l'information. J'aide les entreprises dans leur stratégie de réponse face à la désinformation, dans leur lutte contre les manipulations de l'information et j'aide les entreprises aussi dans leur stratégie de communication de façon plus globale. Donc aujourd'hui, on va aborder la question de la propagande. Et alors, il faut le savoir, la propagande, elle n'a pas toujours été négative. En fait, au départ, elle était même plutôt favorable. Ça a changé au fil des siècles d'une propagande jugée positive à quelque chose d'aujourd'hui considéré comme étant extrêmement négatif et liberticide. Alors je vais vous emmener dans un petit voyage dans le temps. On va commencer notre voyage concernant la propagande au Moyen-Âge. Et donc rendez-vous en 1622 auprès du pape Grégoire V. Voilà. Le pape Grégoire V, en fait, crée la Congrégation pour la propagation de la foi. Et il faut savoir, on est dans un contexte politique, religieux un peu particulier, puisqu'on est en pleine lutte des religions, le protestantisme s'étend sur le territoire, et le pape crée cette congrégation pour aller répandre, en fait, propager la foi catholique dans le monde entier. Les gens, à ce moment-là, sont plutôt habitués à voir des prêtres dans les paroisses, et donc voir un prêtre faire propagande, jusqu'ici, il n'y a rien de choquant, tout le monde est plutôt d'accord et personne ne voit le problème. À la Révolution française, la propagande, elle va avoir une première connotation politique. Évidemment, on est en pleine séparation des pouvoirs, et pour Condorcet, eh bien, il s'agit d'une action organisée en vue de répandre une opinion ou une doctrine. Donc on voit qu'on n'est plus vraiment sur quelque chose de religieux, mais que la Révolution est passée par là, et déjà, elle va prendre une connotation politique. La propagande, elle continue, encore une fois, au fil des siècles, au fil des époques, et elle va exploser un peu lors du premier conflit mondial, où il va y avoir vraiment de la propagande à grande échelle. Et entre les deux guerres, il va y avoir un personnage clé dans la propagande qu'on appelle même aujourd'hui, enfin qu'on considère aujourd'hui comme étant un peu l'inventeur de la propagande moderne, c'est Édouard Bernays. Bernays, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente sur la fabrication de l'ignorance. Eh bien, l'ignorance, ça va aussi avec la propagande, c'est-à-dire que on fabrique de l'ignorance et on vous la remplace, entre guillemets, par de nouvelles idées mises en place par la propagande. Alors Edward Bernays, il est publicitaire, il est aussi le neveu de Freud, et il s'appuie énormément sur tout ce qu'il a appris relatif à la psychologie des foules, psychologie des masses. Donc il met déjà ses premières idées en application pendant le premier conflit mondial pour influencer l'opinion américaine, l'opinion publique américaine, pour soutenir l'intervention des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. La guerre étant finie, on est en 1920, et bien Bernays va continuer d'utiliser la propagande, ses méthodes finalement, non plus pour la politique, mais pour le monde économique. C'est un outil pour vendre massivement. C'est là qu'on voit les premiers rapprochements avec la publicité, puisque la propagande va utiliser des méthodes qu'on peut retrouver également donc, dans l'univers publicitaire. Dans les années 1920, Edward Bernays travaille pour des cigarettiers américains pour vendre en fait le tabac auprès du plus grand nombre. Puis la propagande va reprendre un essor considérable, et cette fois-ci va prendre vraiment une connotation extrêmement négative. Eh bien, c'est lié au second conflit mondial, notamment avec l'utilisation de la propagande et des techniques du Bernays par les nazis. Goebbels, qui est l'un des principaux chefs nazis, il recommande même dans la propagande, dans les outils de la propagande, finalement d'utiliser un petit peu plus de vérité. Et là, on va tomber dans la désinformation grise, c'est-à-dire que dans la désinformation grise, il y a des choses qui sont fausses, mais dedans, il y a quand même des faits qui sont exacts, des chiffres qui sont bons, des données qui sont parfaitement justes. Goebbels recommande d'utiliser des éléments vrais dans la propagande, ce qui va rendre en fait les choses beaucoup plus difficiles à démêler et à savoir en fait qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce qu'on nous présente dans les informations donc à ce moment-là. Après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, la propagande, elle n'arrête pas pour autant d'être utilisée. Elle va être utilisée pendant la guerre froide, elle va être utilisée lors de conflits de guerre civile,
mais également dans des crises sociales et des crises économiques, et également finalement de la compétition économique. Donc la propagande, en fait, elle est utilisée un peu dans tous les cas de figure et utilisée un peu par tout le monde, en tout cas tous ceux qui savent la manier. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien, la propagande, elle n'est pas réservée au régime totalitaire. La propagande, elle est utilisée aussi dans les démocraties pour faire adopter telle idée politique, telle opinion, ou faire un certain nombre de gestes et d'actions aux citoyens. Alors, est-ce qu'il y a des propagandes bonnes et d'autres qui seraient mauvaises ? Bernays, lui, considère que la propagande, elle est neutre, mais tout dépend de son utilisation. En effet, il a travaillé pour la cigarettier, donc si on reprend cet exemple, en fait, si on fait de la propagande pour vous inciter à fumer, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Bon, on va se douter que c'est peut-être pas terrible. Mais si on fait de la propagande pour vous faire arrêter de fumer, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Et pourtant, il va s'agir des mêmes modèles, des mêmes manières de faire, des mêmes outils qui vont être utilisés. Pour résumer, la propagande, elle sert à influencer vos idées, mais aussi vos actions. Alors, d'autres vont vous dire que ça sert aussi à unifier des groupes de personnes et ainsi jouer sur la psychologie de masse et utiliser des ressorts de la psychologie sociale. Et en modifiant vos idées, eh bien, il est plus facile de vous faire adopter d'autres idées, de vous faire choisir d'autres solutions, de provoquer une autre action et que vous n'auriez pas forcément faite sans cette propagande. On va changer la manière dont vous raisonnez et aussi la manière dont vous agissez. Rognon résume, la propagande s'avère être ainsi un mécanisme d'aliénation qui fait disparaître l'esprit critique et le jugement personnel. À présent, voyons un petit peu quels sont les outils de la propagande. Alors le premier, c'est la désinformation au sens large. Elle inclut le mensonge, l'omission, on ne va pas tout vous dire, et la désinformation globale. On l'a vu, la désinformation grise va être privilégiée, c'est-à-dire qu'on va inclure dans les mensonges des faits qui sont exacts et des chiffres qui sont bons. Ce qui va être beaucoup plus difficile pour vous de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Quand est-ce que vous faites manipuler et quand est-ce qu'en fait c'est exact. Le propagandiste, lui, justement, va jouer là-dessus parce qu'il pourra s'appuyer quand ça l'arrange sur des chiffres pour vous faire croire tout ce qui va autour des chiffres. Les chiffres sont vrais, mais tout le reste est faux. Ensuite, le propagandiste, il va s'appuyer donc non seulement sur ses mensonges, mais aussi sur la répétition. On le sait, il y a un biais cognitif qui s'appelle le biais de vérité illusoire. Si on vous répète un mensonge sans cesse, alors vous allez le considérer comme étant exact. C'est valable pour vous, c'est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde. C'est un biais cognitif. Donc la propagande, elle utilise justement cette répétition de mensonges. Donc non seulement on va l'intégrer comme étant juste, mais en plus ça va procéder à un lavage de cerveau. Et tout le monde va finir par croire en fait ce que le propagandiste souhaite. Les formules, quant à elles, elles sont plutôt stéréotypées, elles sont tranchantes, elles sont concises, et en plus elles vont s'appuyer sur des valeurs. Les valeurs telles que le travail, le progrès, la paix, la liberté, la démocratie, pour justifier ensuite les propos. Mais évidemment, tout le monde est en faveur de la paix, du progrès, de la justice, de la démocratie, ça paraît logique. Mais sous couvert d'utiliser en fait ces valeurs-là, eh bien le propagandiste, lui, va pouvoir ensuite distiller ces informations en se raccrochant en fait à ces valeurs. Mais là encore, il va s'agir d'une distorsion. Le propagandiste va jouer sur l'exagération, donc il va utiliser des chiffres toujours plus impressionnants, des discours grandiloquents, des mots, des phrases chocs, ce genre de choses. Il va miser aussi sur le manichéisme. Le manichéisme, c'est le fait d'opter pour une espèce de séparation entre le bien et le mal. Donc il y a les gentils, les mauvais, les alliés, les ennemis, les gentils, les méchants. Sauf que c'est assez simpliste. Vous vous doutez bien que le monde n'est pas fait que de deux catégories de personnes et que les choses ne sont peut-être pas aussi claires que cela. Pour autant, le propagandiste, lui, va essayer d'attiser un peu le feu entre ces deux catégories et surtout va les classer ainsi. Les gentils correspondent aux gens qui suivent les idées ou font les actions voulues par le propagandiste. Les méchants sont ceux qui s'opposent au discours du propagandiste et ne font pas les actions qu'attend le propagandiste.
Le propagandiste donc sépare ces deux catégories de personnes, va renforcer les gentils en leur disant « Ah oui, vous êtes vraiment très gentils, vous êtes des gens responsables, on peut compter sur vous, etc. etc., etc. » Et les méchants, considérés comme méchants, vont ensuite être dénigrés. Et donc on va les traiter de tous les noms et les empêcher toute prise de parole, dénigrer le moindre de leurs propos, faire croire absolument tout et n'importe quoi sur ces personnes-là, y compris en utilisant des traits caricaturaux. Pardon. La propagande, elle s'appuie également sur la peur. Donc la peur de l'autre, la peur du méchant, la peur de celui qui ne fait pas comme ce que souhaite le propagandiste, mais aussi plus globalement la peur. Et la peur, en fait, si vous voulez, ça marche à tous les coups, c'est très utilisé, notamment en neuromarketing, en marketing, pour vous faire acheter des produits. Si je vous fais très peur, eh bien, vous allez acheter plus facilement tel ou tel produit. C'est ce que vend en fait la publicité. Si vous n'achetez pas telle marque de déodorant, eh bien, les filles ne viendront jamais à vous. Ou alors, si vous n'achetez pas telle marque de dentifrice, eh bien, vous aurez toujours les dents jaunes, pourries, et finalement, vous n'attirerez personne non plus. Donc c'est très caricatural. La différence, c'est que la publicité utilise l'humour, donc on peut quand même prendre du recul, et on se doute bien que c'est peut-être pas si exact que ça, mais dans le doute, en ayant peut-être un petit peu peur quand même, on va quand même acheter le produit, sait-on jamais. Dans la propagande, il n'y a pas d'humour, parce que l'idée c'est que vous ne puissiez pas faire ce pas de côté, ce pas de recul, justement sur les propos. La propagande va utiliser la peur de l'autre, mais aussi la peur de toute situation. Ça peut être la peur de la mort, ça peut être la peur de la maladie, ça peut être la peur de la fin du monde. Enfin, il y a tout type de peurs qui peuvent être comme ça présentées devant vous pour vous faire adhérer, là encore, aux idées voulues par le propagandiste. Pour que vous ne puissiez pas prendre du recul par rapport aux propos du propagandiste, le propagandiste va s'arranger pour qu'il n'y ait aucun pluralisme. Aucun pluralisme dans les médias, donc tous les médias disent la même chose tout le temps, avec encore une fois la répétition, la répétition, la répétition. Donc ça c'est une des clés, mais aussi il va écarter tout discours qui pourrait aller à l'encontre de ce que dit le propagandiste. Et on va rejoindre justement le fameux camp des méchants, avec les campagnes de dénigrement et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que toute personne qui contreviendrait, qui apporterait un petit peu de pluralisme, va être écartée avec autant de force que possible, pour en plus aussi créer un exemple pour tous ceux qui aimeraient aussi prendre la parole et s'exprimer contre ce type de discours. Et on va faire un exemple en disant, vous voyez, si vous osez parler comme ça, eh bien regardez ce qui vous attend. Voilà. Donc il n'y a aucun pluralisme. L'objectif derrière, c'est que vous ne puissiez pas développer votre propre réflexion, prendre du recul, vous interroger et peut-être vous dire bah non, c'est pas exactement ça. Et puis peut-être que je vais me renseigner sur le fameux camp des méchants. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on me dit qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont vraiment comme ça? Est-ce qu'ils pensent vraiment ça? Voilà, tout ça, c'est fait pour vous bloquer sur une idée, l'idée du propagandiste, et donc maintenir votre position dans le camp des gentils, entre guillemets. Cette absence de pluralisme, elle va être d'autant plus forte que ça va être renforcé par une campagne de communication massive sur tous les supports, tous les outils de communication qui, là encore, vont dans le sens du propagandiste. Chakotine, lui, rajoute un élément à la propagande, ça va être toute la préparation mentale, l'état de conscience modifié, notamment via l'hypnose. Alors il parle de l'hypnose, mais aussi il va parler de grandes formes un peu de cérémonies. Ça peut être des rassemblements, ça peut être des défilés, mais ça peut être aussi des mises en scène, l'utilisation de sons, de lumière, ou certains événements chocs qui vont être tellement choquants, tellement perturbants, que ça va créer chez nous tous une réaction émotive, une émotion très forte, et qui va nous mettre dans un état de conscience modifié. Pourquoi le propagandiste fait ça ? Et pourquoi aussi il joue sur la peur? En fait, on sait très bien que si vous êtes face à des émotions qui sont très fortes, votre temps de réaction n'est pas le même et vous ne prenez pas les mêmes décisions. Donc on joue sur le processus de décision, en fait, ni plus ni moins. Si on vous fait très peur ou si vous voyez à la télévision quelque chose de super choquant, eh bien derrière,
le propagandiste arrivera beaucoup plus facilement à vous faire admettre ce qu'il souhaite. Dans le sport de haut niveau, par exemple, on le sait, on sait très bien que si vous êtes dans tel état émotionnel, vous ne réagissez pas de la même manière, donc vous n'allez pas prendre le même type de risque. Pareil pour les pilotes de chasse, s'ils sont dans tel état émotionnel, la prise de risque ne sera pas la même, le risque de manière générale ne sera pas évalué de la même manière, ni avec le même temps de réaction. Alors tous ces outils et moyens de communication sont assez proches d'une guerre de l'information, toutefois il y a des différences. Et la propagande, dans une guerre de l'information, peut ne pas être utilisée. C'est un outil, on peut très bien ne pas s'en servir. Il y a des campagnes de guerre de l'information qui n'utilisent pas la propagande. En revanche, il y a aussi des campagnes massives qui, dans certains cas, utilisent aussi la propagande. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes un professionnel, n'hésitez pas à me contacter directement sur le site, donc www.pulpedecom.com. Voilà. Comme ça, on peut parler de votre stratégie de communication. Si vous êtes confronté à un problème en matière de communication, de désinformation, je suis à votre disposition avec grand plaisir. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.